Mesdames, Messieurs, bonsoir. Retour dans notre émission ce soir sur la réunion de la coalition internationale contre Daesh tenue ce 11 mai à Marrakech. Les enjeux de cette première continentale est d'autant plus crucial puisque l'Afrique est proie à une montée de l'extrémisme violent qui se métastase. L'Afrique subsaharienne en particulier est de fait devenue la principale cible de groupes terroristes. D'ailleurs, et pour reprendre les statistiques annoncées par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita en marge de cette réunion, sachez que 41% de toutes les attaques de par le monde sont perpétrées ici, en terre africaine. Un chiffre qui donne froid dans le dos et qui rappelle que la tenue de cette réunion est cruciale car elle fait émerger une approche, elle devrait faire en tout cas émerger une approche adaptée du soutien de la coalition à ce continent africain. Cette approche est d'ailleurs incarnée par l'Africa Focus Group, co-dirigée par les États-Unis, l'Italie, le Niger et le Maroc. Maroc, un pays organisateur certes, mais surtout qui est devenu de facto aujourd'hui un partenaire incontournable sur la scène internationale dans la lutte contre le terrorisme. Alors, quels sont les enjeux, les défis de cette coalition de lutte contre Daesh? Réponse en compagnie de mes invités ce soir. Bonsoir, Mostafa Srimi. Bonsoir. Vous êtes professeur, devrais-je dire bonsoir, professeur Srimi. Professeur de droit, politologue, constitutionnaliste et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci à vous. Et en face, j'ai également l'immense plaisir d'accueillir le colonel Hassan Saoudi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes expert en géostratégie et sécurité pour rappel. Merci à vous de vous joindre à nous dans l'émission ce soir. Alors, à l'occasion donc de la 9e édition, de cette 9e édition du sommet interministériel de la coalition mondiale de lutte contre Daesh, les Pays-Bas ont fait une prise de position assez intéressante et assez inédite. Ils ont considéré, donc ce 11 mai, que le plan d'autonomie présenté en 2017 par le Maroc comme, je cite, contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l'ONU. Fin de citation. La symbolique d'un pays tel que les Pays-Bas, un pays considéré comme un pays du Nord, qui se joint à cette mouvance internationale qui approuve, qui soutient le plan d'autonomie marocain, Mostafa Srimi. Vous avez raison de le relever. Le fait que ce soit les Pays-Bas n'est pas neutre. Nous avons eu, il faut le dire, des rapports parfois compliqués avec les Pays-Bas sur des questions qui ont été réglées, notamment les flux migratoires, etc. Ça a été transcendé aujourd'hui. Il y a un processus de normalisation, même de réchauffement des relations avec ce pays. Alors, les Pays-Bas, ça n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui se situe dans une zone géographique du Nord, de l'Europe du Nord. Et donc, ça prend du relief, parce que c'est un élément qui va intervenir dans l'appréhension de la question nationale sahara-marocain par les pays de la région. Je pense essentiellement aux pays nordiques, qui, sur ce plan-là, des positions... Par lapsus, j'ai dit pays nordiques pour décrire les Pays-Bas, mais c'est effectivement pays d'Europe du Nord. Oui, voilà. Donc, c'est des pays nordiques qui ont des positions ambiguës sur la question nationale, et c'est un élément d'interrogation pour ces pays, c'est un élément également d'interpellation, d'autant qu'il y a une dynamique et un contexte. C'est quoi ? C'est historiquement la décision américaine de la précédente administration de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. C'est un phénomène de polarisation et de cristallisation qualitatif sur l'historique de la question nationale. Ça a conduit ensuite à davantage conforter la position marocaine. Et ça a conduit à des situations contentieuses et des tensions avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Ça a été réglé. Ça a été réglé par suite de la fermeté de la position marocaine, de la fermeté de la position royale. Ce sont des dossiers qui sont suivis quotidiennement par le souverain. Il l'avait dit d'ailleurs dans un message et dans un discours. Oui. Et donc c'est quelque chose d'important parce que c'est un avantage supplémentaire dans une zone qui est celle de l'Union européenne. Alors, nous avons déjà des éléments. Nous avons l'Allemagne, la première puissance économique de l'Union européenne. L'Espagne, qui a une responsabilité historique dans ce dossier pour des raisons connues. Il reste maintenant des pays qui peuvent être intéressés, qui doivent s'impliquer davantage
dans une position plus conséquente à l'endroit de la cause nationale. Je pense, on va revenir à d'autres pays, mais je pense au Portugal. C'est ce que j'appellerais les pays du Club Med, si je puis dire. Le Portugal, là, nous avons des relations pourtour historiques. Méditerranée, hein, du moins, nous avons des relations privilégiées avec le Portugal, de coopération, etc. Le Portugal ne peut pas rester dans cette situation attentiste et peut-être même frileux. Je pense à l'Espagne. L'Espagne, c'est déjà fait. Je pense à l'Italie, je pense à la Grèce. Il y a donc là un élément intéressant. Tout ça va conduire à un effet levier, ce que j'appellerais un effet levier, c'est-à-dire que ça va se projeter au niveau des positions de l'Union européenne et de Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est quoi? Bruxelles, c'est la résultante des positions des 27 membres. Et donc, il y a là un glissement qui se fait en faveur d'une reconnaissance et d'un soutien au projet marocain d'avril 2007, et donc c'est un acquis important, c'est un acquis d'une diplomatie. Je voudrais ajouter ceci. La nouvelle position des Pays-Bas et les positions d'autres pays que mon collègue Ami va sûrement évoquer, notamment de l'Europe centrale, ça n'est pas quelque chose de spontané. C'est le résultat d'une diplomatie en marche. C'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'un lobbying, c'est le résultat d'une meilleure perception de la question nationale par tous ces acteurs et donc par l'opinion internationale. Et c'est pour ça que ce mouvement-là ne peut que se généraliser, s'amplifier, conduire à terme donc à une réévaluation de la politique de l'Union européenne à l'endroit du Maroc. Et puis j'ai laissé pour la fin la position de Paris. Le Maroc pouvait comprendre, même si c'était difficile, que la position du président Macron était une position avec un périmètre d'action limité du fait des relations compliquées qu'il a avec le pays voisin, avec l'Algérie. Maintenant, il est libéré de cette contrainte-là, si je puis dire, du fait de sa réélection. Donc, il est appelé à reprendre, à donner à sa diplomatie la plénitude de son action. Et il ne peut pas ignorer, compte tenu en plus des relations privilégiées que nous avons avec Paris, il ne peut pas ignorer ces changements intervenus dans la communauté internationale et en particulier en Europe. Très bien. Et en Europe, il y a eu aussi beaucoup de messages, en tout cas des pays qui ont réitéré leur soutien. Colonel Saoudi, beaucoup de pays ont réitéré leur soutien. Pourquoi profiter justement? Quels sont ces pays? Et pourquoi profiter d'une réunion telle que celle-ci, une réunion interministérielle de coalition contre Daesh, pour réitérer leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc? C'est l'usage en diplomatie, en marge des forums et des conclaves comme celui qu'on vient de vivre. Il y a du bilatéral, il y a des réunions en marge et à chaque fois, il y a cette occasion-là de voir la position de certains pays par rapport à notre cause nationale. Et là, nous assistons quand même au Maroc qui engrange encore des succès diplomatiques. Pas moins de 8 pays, soit ont reconnu la proposition marocaine de sa proposition d'autonomie, soit ceux qui l'ont réitéré. Quand on voit les Pays-Bas dont a parlé le professeur Sahimi, la Serbie, la Hongrie, la Pologne avant, et puis l'Égypte, ce n'est pas rien. Et la Turquie La aussi. Turquie. La Turquie, on imagine qu'elle est dans sa logique. Elle fait face aussi à des tentatives de séparatisme par les Kurdes, il faut le souligner. Le Niger, qui a déjà reconnu Chypre. Donc, c'est important. Nous sommes dans une dynamique positive et, comme ça a été dit, il faut maintenant que d'autres pays s'alignent parce que nous sommes en face d'une rectification d'erreurs, de perception par certains partenaires qui ont pendant longtemps été bernés par des positions ambiguës moyennant l'arme de destruction massive dont utilisent les adversaires de notre intégrité territoriale. Nous sommes en train de voir la balance aller du côté du Maroc dans cette diplomatie dynamique et dans son action légitime politiquement, historiquement, comme l'a dit le professeur Sahimi. Donc, c'est un point positif. C'est un gain
politiques, stratégiques, géopolitiques et diplomatiques sont incontestablement. Mais c'est un gain, certes, mais c'est un gain peut-être aussi, on peut relater ce volet diplomatique, puisque c'est une réunion d'ordre sécuritaire, hein, principalement parce que c'est une réunion de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et je voudrais revenir justement à cette déclaration, ou en tout cas à cet échange qu'a eu notre chef de la diplomatie, M. Nasser Bourita, avec son homologue par téléphone qui n'a pas pu se déplacer à cause de la Covid, Anthony Blinken, et où M. Bourita a fait référence, une référence à peine voilée au Polisario, et cette question de séparatisme et terrorisme sur le même piédestal aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des groupes séparatistes, mais qui agissent aussi dans le terrorisme. Donc, in fine, c'est un peu... n'y voyez-vous pas une sorte de relation de cause à effet? Oui. C'est quoi, madame, le terrorisme? Au moment où vous pourvoyez, où vous avez des jeunes qui sont enrôlés dans le terrorisme, par exemple au Sahel, eh bien, le Polisario est un pourvoyeur de personnes. Et donc, beaucoup de centres de recherche, notamment japonais et quelques-uns en Afrique, pensent que cette entité séparatiste est une entité qui contribue à la prolifération du terrorisme. Donc, dans Tact, mais c'est une réalité. M. Sahimi le sait bien. Qu'est-ce que c'est que la qualification du terrorisme? Eh bien, le pourvoi, l'aide et le renfort envoyé à des entités terroristes fait que des complicités, et a raison. Et le financement aussi. Hein. En plus des financements, évidemment, mais là, précisément sur le Polisario, c'est un pourvoyeur incontestable du terrorisme. Professeur Sahimi. Je voudrais réagir d'abord sur ce qui a été dit sur notre diplomatie avant de venir à votre question, si vous le permettez. Bien évidemment. La diplomatie marocaine s'est préoccupée de l'Europe centrale depuis des années. Et ça a été attesté par les relations entre le Royaume et le groupe de Visegrad. Donc, et il y a eu une visite de notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en décembre dernier, précisément, donc, c'était en Hongrie, avec des prises de position intéressantes. Donc, il y a un travail qui est fait en amont, et il n'est pas fait simplement en direction des partenaires traditionnels que nous avons. Il y a eu un élargissement du déploiement de notre diplomatie. Première observation. Deuxième observation, pourquoi il y a eu ces prises de position à l'occasion donc de cette conférence de Marrakech? Pour une raison simple, me semble-t-il, c'est que nous sommes passés d'une diplomatie distancielle, essentiellement distancielle. Qu'entendez-vous par distanciel? Parce qu'on risque de comprendre avec le Covid. Précisément, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 ans de Covid, et donc c'était très difficile pour les ministres des Affaires étrangères des pays que nous connaissons, de même que pour notre ministre des Affaires étrangères, même s'il a fait des déplacements spécifiques, etc., de se rencontrer. Nous sommes maintenant à un retour à une vie normale de la diplomatie. C'est quoi? Diplomatie physique. Une diplomatie présentielle. Et la diplomatie présentielle, c'est d'abord un cadre qui a été offert par le Maroc. Une première en Afrique. Une première en Afrique. C'est quelque chose d'important pour notre diplomatie. Le Maroc n'a pas obtenu ce rendez-vous de Marrakech sur une question secondaire. C'est une question africaine, vous l'avez dit, prioritaire. C'est également une question qui intéresse la communauté internationale. Donc il y a eu un cadre, et à l'occasion de ce rendez-vous de Marrakech, il y a eu des contacts. Il y a les contacts formels qui ont lieu, évidemment, dans le cadre des débats, des rencontres, mais dans une diplomatie, ce sont souvent les contacts informels qui sont les plus positifs, qui portent le fruit. Ça, c'est important. Maintenant, je réponds à votre question, si vous permettez. Nous avons affaire à une mouvance donc djihadiste, avec deux variantes et 2 stratégies. Il y a eu donc le repli depuis l'Afghanistan, c'est connu, repli notamment sur la Syrie et l'Irak, c'était Al-Qaïda. Maintenant, ils ont occupé des bases territoriales, il y a même un émirat qui a été proclamé, Baghdadi, finalement le terrain a été réoccupé. Et il y a eu ensuite un autre transfert qui s'est fait vers où? Vers le Sahel. Il s'est fait vers la Libye qui connaissait une situation politique de crise qui est connue,
Et ensuite, à partir de là, vous savez, il y a un arsenal exceptionnel qui existait en Libye. Et donc, les circuits de commercialisation, si je puis dire, transport, ont conduit à ce que ça soit au Sahel. Alors, au Sahel, il y a plusieurs aspects. Premier aspect, vous avez fait référence au mouvement séparatiste dit du Polisario, évidemment. Parce que dans les camps de Tindouf, il y a une contre-société. C'est une contre-société à l'endroit de la société algérienne. Et c'est une contre-société qui s'est organisée depuis des décennies. Sur quelle base? Sur la base de l'embrigadement des enfants. Il faudra bien qu'on en parle un jour, des enfants, ça a été vu. On en a parlé, même notre représentant, tout à fait, monsieur l'ambassadeur Omar Hilal, a sorti preuve à l'appui à l'ONU. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est condamné par le droit international et il faudra qu'on se remobilise sur ce dossier-là. Et puis il y a une économie, j'appellerais une économie mafieuse qui s'est constituée avec la corruption, avec le détournement de l'aide alimentaire européenne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Union européenne qui a dit que l'aide alimentaire de 6 millions d'euros était détournée vers le Sahel, vers la Mauritanie, etc. C'est l'OLAF qui a produit ce rapport. Oui, je vois, c'est un organisme spécialisé qui a fait ce rapport, c'est important. Et donc une économie mafieuse qui s'articule autour de quoi? Les trafics d'armes, les contrebandes, l'immigration régulière, la fiscalité. Savez-vous qu'il y a une fiscalité imposée par les mouvements djihadistes au Sahel? Et oui, fiscalité sur quoi? Sur le bétail. C'est pas connu, mais il faut le dire. Il y a une fiscalité qui est imposée, qui est forcée, sur les contrôles routiers, notamment les réseaux mafieux de drogue, autres, etc., où il y a une perception forcée. Sans oublier les rançons. Il y a tout un financement des mouvements djihadistes par les rançons qui sont payées par les pays dont les ressortissants étaient pris en otage et qui ne sont pas reconnus par ces mêmes pays. Donc là, voilà des secteurs qu'il faut mettre à nu. Et si on veut s'attaquer aux racines du mal, il faut commencer par prendre des mesures, mais sûrement on va y revenir. Sûrement, on va revenir aux mesures, mais avant, donc on rentre dans le vif du sujet de la lutte contre le terrorisme. Si on parlait d'abord du contexte régional, on le connaît, et international, de la tenue, colonel Saoud, de cette réunion de coalition mondiale contre Daesh, réunion bien sûr interministérielle. Je veux juste rappeler que cette coalition a été créée en 2014. En 2014. Alors, elle compte aujourd'hui quelques 85 partenaires, 85 pays adhérents à cette coalition. Pour justement combattre Daesh et démanteler ses réseaux et contrer les ambitions de cette organisation terroriste. D'abord, contexte régional, colonel Saoud. Si vous permettez, contexte international aussi. La nébuleuse État islamique, à partir de la Syrie et de l'Irak, elle a infesté l'Asie. Aussi, tout à fait. L'Asie. L'Asie du Sud-Est, bien sûr, l'Asie du Sud-Est, elle est en Afghanistan, elle est au Pakistan, elle est en Inde, elle est aux Philippines, oui. Elle est au Yémen, il ne faut pas le nier. Mais vous savez, depuis le discours de Baghdadi, il y a eu cette prolifération à l'Afrique, comme venait d'en parler. Le discours de Baghdadi qui coïncide avec la création de cette coalition de 2014. Absolument, et avec la proclamation de l'organisation de l'État islamique. L'Afrique, via la Libye, parce que c'était un magasin d'armement international où les nébuleuses, toutes tendances confondues, ont évidemment puisé... Se ravitailler allègrement. Allègrement jusqu'à la Corne de l'Afrique. Tout à fait. Mais même la Somalie faisait partie des gens qui ont puisé. Donc nous sommes régionalement, pour parler de notre Afrique, parce que c'est la profondeur stratégique du Marocain choisi par Sa Majesté le Roi depuis plus de 20 ans. Et donc là, pourquoi le terrorisme s'est installé dans ces zones-là? Parce que premièrement, il y avait beaucoup de zones grises, il y avait l'absence des États, et vous savez que le terrorisme profite de tout ce qui est litige intercommunautaire ou intracommunautaire pour s'infiltrer, c'est comme ça, et il a cette capacité de nourrir et de pourrir les conflits. C'est ça le terrorisme en réalité.
Et on se trouve dans une Afrique, d'ailleurs, on va peut-être le voir, le communiqué après la zone irako-syrienne accorde une importance à l'Afrique. Et donc, depuis la Corne de l'Afrique, Somalie, les pays anglophones sont épargnés, il faut le dire. Et puis vous le Nigeria n'est pas épargné. Oui, à part le Nigeria. Boko Haram. Oui, c'est ça. Je vous interpellais sur le Nigeria parce que c'est un pays anglophone. Oui, bien sûr, mais la plupart des pays... La plupart, non, le Kenya, etc. Oui. Et nous sommes là dans le Sahel, le nord du Mali, ce qu'on appelle le triangle frontalier, c'est-à-dire Niger, Mali et Burkina Faso, qui est le ventre mou de ces pays-là, parce que l'État est absent, il faut le dire. Peut-être qu'on va y revenir avec Mustafa. Vous avez les grands lacs, vous avez l'Afrique lusophone, le Mozambique tout dernièrement. Donc, ce groupe État islamique s'est proliféré de temps en temps. Et puis, dernier point un peu prospectif, le terrorisme lorgne sur la mer. Et le golfe de Guinée est le futur objectif du terrorisme. Les États font ce qu'il faut pour l'en empêcher, mais il faut faire attention parce qu'il est lucratif. La piraterie est lucrative. Si le terrorisme s'y ajoute, il y a de quoi travailler. Et ça peut traverser aussi vers d'autres contrées. C'est ça le plus dangereux. Évidemment. Et s'attaquer non seulement à certains secteurs ou en tout cas à certaines denrées stratégiques, mais aussi à des pays. Évidemment. Et le terrorisme dans notre continent, particulièrement dans cette partie dont j'ai parlé, c'est un laboratoire de sécurité, la cybercriminalité, le discours terroriste, tous les impôts dont a parlé Ishaimi, parce que le terrorisme a besoin d'une ère de la guerre. Les finances. Les finances. Et il faut évidemment des stratégies d'assèchement des avoirs criminels et des avoirs terroristes. Et ce communiqué en parle. Alors, cette réunion, justement, c'est une première en Afrique. Nous allons revenir sur cela. Mais avant, en parlant de contexte régional et mondial, surtout, professeur Srimi, je voudrais revenir avec vous sur ce livre publié il y a quelques semaines, La nouvelle menace sur notre monde vue par la CIA. Oui. Dont vous connaissez un chapitre, si ce n'est tous. C'est un ouvrage. Alors, que peut-on retenir de ce rapport? En fait, c'est une traduction du rapport Annual Assessment of the US Intelligence Community. Donc, c'est un rapport qui revient sur tous les rapports, finalement, des services d'intelligence américains, entre autres. Que peut-on retenir de ce rapport en ce qui concerne le contexte international et ces menaces-là grandissantes? Vous êtes bien aimable de faire référence à ce livre que j'ai lu et dont j'ai rendu compte dans un site. Je ne sais pas si je peux le citer. Oui, quid.ma, voilà. Alors, c'est un livre intéressant parce qu'il fait 290 pages. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est une perception très particulière des nouvelles menaces. Il est fait donc sur la base d'une agence de renseignement, des travaux d'une agence de renseignement, la CIA, plus des auditions faites au niveau de la Chambre des représentants, des auditions importantes. Il est polarisé sur quoi? Il est polarisé sur la Russie, il est polarisé sur la Chine, il est polarisé sur la situation fragile et précaire des ex-républiques soviétiques, il y en a une dizaine. Il consacre un chapitre particulier à la Finlande, mais je n'ai pas trouvé grand-chose sur la menace terroriste. Et c'est un élément d'interrogation. Dans ce livre-là, vous ne trouverez pas des paragraphes et des paragraphes sur la menace terroriste. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'au niveau de l'administration américaine, il y a deux volets. Il y a une administration spécialisée qui est polarisée sur la conflictualité, avec ou sans guillemets, avec la Chine et avec la Russie. Historique, voilà. Et puis, il y a une autre approche qui est une approche d'une autre administration, sûrement le département d'État, sûrement le département de la Défense et d'autres centrales. Vous savez, aux États-Unis, il y a 16 agences de renseignement qui sont spécialisées sur ce plan-là. Et donc, nous sommes dans ce deuxième schéma, c'est-à-dire les États-Unis et la lutte antiterroriste, donc la lutte contre Daesh,
pas seulement quand Daesh, mais quand Daesh. Et donc, c'est pour ça que ça repositionne au premier plan le Maroc. Je voudrais ajouter deux autres observations. La piraterie maritime, oui, elle a été mésestimée par les stratégies des États, notamment ce qui s'est passé en Somalie. Elle s'est réduite en Somalie, elle s'est déplacée donc du côté du golfe de Guinée. Pourquoi le golfe de Guinée? Parce que c'est une ouverture, c'est plusieurs pays qui sont intéressés, et c'est une voie de connexion, la connectivité maritime, avec les réseaux de drogue, c'est ce qu'on appelle le narco-djihadisme, notamment de Colombie, d'ailleurs, etc. Et d'ailleurs, les déplacements ont été observés. Si vous prenez la carte des transferts de logistique intervenus à propos des narcotiques, ça ne passe plus par l'Espagne, ni par l'Europe, ni par la Hollande, etc. Pratiquement pas. Maintenant, c'est une direction donc Amérique centrale et Afrique, avec beaucoup de problèmes. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième, je voudrais relever que la réponse européenne et occidentale à la menace djihadiste est incomplète et n'a pas donné de résultats probants. Je fais référence au G5 et à l'implication de la France, donc par exemple Barkhane, etc. En fait, la désimplication pour le coup. Oui, qui a bénéficié de l'aide américaine, mais uniquement au niveau des renseignements, de la surveillance. Les Américains ne se sont pas impliqués là-dessus, etc. Et ça donne quoi? Ça donne qu'il y a eu une approche sécuritaire, une approche militaire, et pas une approche globale, qui est celle du Maroc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'occuper simplement de lutter contre les réseaux djihadistes et leur identification à partir de drones de surveillance. Il faut s'occuper des conditions socio-économiques qui ont conduit à ce que des populations adhèrent, ou en tout cas ne dénoncent pas l'implantation djihadiste. Colonel Saoud, justement, le Maroc et le rôle que le Maroc joue est appelé à jouer aussi à l'avenir, parce qu'il est question de se projeter aussi et de voir ses perspectives. Les enjeux d'une réunion tenue au Maroc avec ces menaces, comme je le disais dans mon introduction, qui se métastasent dans le continent, puisqu'on a parlé de symbolique tout à l'heure. Quelle est la symbolique de cette première, on le rappelle, de cette première africaine? D'abord, je pense que le Maroc est pour beaucoup dans la maison, enfin dans cette enclave de la coalition antiterroriste, parce qu'il a toujours participé. Il était parmi les premiers à adhérer à cette coalition anti-Daesh. Ensuite, le leadership marocain, en toute modestie, il est reconnu par tout le monde. Parce que le Maroc s'est installé dans un multilatéralisme antiterroriste d'une franchise et d'une loyauté et d'une détermination incontestable. À l'endroit de l'Europe, à l'endroit de l'Afrique, à l'endroit des États-Unis. Donc il y a cette source de renseignements préventifs et prévisionnels qui a permis à beaucoup de pays d'éviter des actes terroristes sur leur sol. Très important. Deuxièmement, le Maroc a choisi l'Afrique comme prolongement stratégique et comme profondeur stratégique. D'où cette collaboration, évidemment, un échange d'expertise marocaine, un échange d'expérience, et puis un modèle national. Évidemment, il faut avoir le triomphe modeste, mais c'est un modèle national d'antiterrorisme global, multidimensionnel, dont beaucoup de pays africains, valeurs aujourd'hui, se sont inspirés. Parce qu'il a peut-être qu'on va en parler sur le volet national, qui fait école. Pourquoi? Parce qu'il englobe certainement le sécuritaire, mais aussi l'institutionnel, le constitutionnel que Mustafa connaît mieux que moi, le structurel, le social, et puis le contre-discours dont peut-être on va... Qu'est-ce que le contre-discours, justement? Le contre-discours, il est fait en amont pour prôner l'islam des milieux. Est-ce qu'on parle de la formation des imams, mais pas que? Moi, je mettrai la formation des imams sur la coopération internationale. Très bien.
C'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent. Il y a si une vous formation permettez. pour les Européens, vous, Oui, vous le savez très bien, des imams en Europe, mais surtout en Afrique. Et la Fondation Mohamed VI pour les oulémas d'Afrique en est une consécration. Mais il y a le volet social, mais il y a aussi le volet d'une lutte globale par des acteurs globaux. Le Maroc a pu tisser une ceinture de sécurité où il y a toutes les autorités, les services de sécurité, la communauté de renseignement, et la justice jusqu'à l'administration pénitentiaire. C'est une chaîne qu'on dit transversale. Mais il y a la vigilance citoyenne. Les ONG ne touchent pas à mon pays, vous vous en rappelez. Oui. La société civile a été intégrée dans cette... Pas mon pays, juste pour nos téléspectateurs qui nous suivent d'Afrique et d'ailleurs. C'était une campagne qui a été lancée avec ce logo d'une main et ce slogan « Touche pas à mon pays », c'était après les attentats de 2003. J'y venais précisément. Nous y arrivons. Si je termine, on le laisse peut-être terminer. Oui. Et la vigilance citoyenne. Le citoyen et le constitutionnaliste qui est Sissimi le sait bien, la Constitution prévoit un rôle important pour les citoyens dans la défense territoriale de ce pays. Et donc, nous avons une homogénéité, une transversalité et un décloisonnement allié à une communication à l'endroit des citoyens qui permet de booster sa résilience. Est-ce que, je reviens juste par rapport à cette question du Maroc et l'importance de partager cette expérience, messieurs. C'est un terrain fertile, si je puis dire, pour échanger, pour partager ces expériences. Mais concrètement, quelles sont les bases que pourrait poser une telle réunion dans le multilatéralisme, dans ces temps où le multilatéralisme s'essouffle, notamment sur cette question de lutte contre le terrorisme? Professeur Sissimi. Il y a un Made in Morocco. C'est une marque et un label. Ça vient d'où? Ça vient des attentats de Casablanca du 16 mai 2003. Si on veut faire l'historique de notre politique dans ce domaine, c'est à partir de cela, des attentats de Casablanca, qui ont fait 43 morts, des centaines de blessés. On a quelques jours d'ailleurs de ce triste anniversaire. Oui, tout à fait. Coïncidence. C'est sur ça qu'il y a eu une prise en main totale de ce dossier par le souverain. Il y a 2 semaines après les attentats du 16 mai 2003, il y a le discours royal du 29 mai 2003, qui est un discours extrêmement important, qui est un acte fondateur d'une nouvelle approche de la gouvernance et de la gouvernance sécuritaire. Suite à ce discours royal, il y a eu la modification de l'arsenal juridique. Il fallait bien adapter notre code pénal à des situations particulières, donc pour ce qui est de la lutte antiterroriste. Alors je dis, il y a un Made in Morocco, pourquoi? Parce qu'on a réussi, sur la base de l'efficacité d'un appareil sécuritaire qu'il faut saluer. C'est extrêmement important, on ne le dit pas suffisamment, et d'ailleurs c'est une fonction régalienne, qui a donné des résultats probants, si besoin était, avec la lutte contre la pandémie de Covid-19. Entre parenthèses, les Marocains étaient bien contents de trouver un État régalien, un État qui protège, qui sécurise et qui est là. Je ferme cette parenthèse. Et donc, on est arrivé avec un mode d'emploi, avec une expérience tirée sur le terrain et la volonté de communiquer, de partager. Et on en a fait l'un des éléments de la coopération avec des pays les plus proches, l'Espagne, la France en particulier, les États-Unis. Puis ça s'est élargi par cercles concentriques avec d'autres pays européens, d'autres pays africains, etc. Et nous sommes arrivés à cela. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a une menace majeure et qu'il faut y apporter une réponse appropriée. Quelles sont les composantes de cette réponse? Hassan Saoudi l'a dit, j'y reviens rapidement. C'est une réponse globale, multidimensionnelle. Il ne faut pas répondre à la menace et au terrorisme djihadiste par des mesures de même registre.
parce que ça ne donne pas les résultats escomptés. C'est-à-dire pas la violence par la violence. Si, c'est-à-dire la violence est toujours là, mais la violence n'est qu'une des composantes de la réponse marocaine. Une réponse économique, une réponse sociale, une réponse culturelle, une réponse cultuelle, la religion. Et sur ce plan-là, il y a un travail exceptionnel qui a été fait, donc de refonte du système de formation des ulama, ça a été dit notamment pour les pays étrangers, mais aussi ici. Et il y a une entreprise menée qui est exemplaire au niveau de l'administration pénitentiaire, c'est le fait de prendre en charge des condamnés liés à des actes terroristes et de les déradicaliser. Déradicaliser avec leur consentement, avec des méthodes pédagogiques. L'association des ulama a joué un rôle à ce sujet et il vient de donner les résultats. Il y a 300 personnes qui sont concernées par ce programme, qui est un programme exceptionnel. Tout ça est de nature à offrir à l'international, dehors en Afrique en particulier, un mode d'attractivité utile parce que c'est comme ça qu'il faut lutter. La répression et la contre-répression, c'est une réponse, mais c'est une réponse insuffisante si les conditions socio-économiques et culturelles ne sont pas modifiées. Vous avez parlé de coûts. Je voudrais juste rappeler ces chiffres aussi par rapport à ces pays, à ces régions touchées par le terrorisme et l'extrémisme violent sur notre continent, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les plus touchés d'ailleurs. Et tout cela a un coût, 171 milliards de dollars. Il y a aussi une autre estimation, et d'ailleurs qui a été soulevée par les participants, les besoins de lever 700 millions de dollars pour les activités de stabilisation critique dans les communautés libérées du contrôle de l'État. Qu'en est-il des communautés qui sont en proie aujourd'hui, parce que ces communautés libérées, on parle bien de l'Irak et de la Syrie, mais qu'en est-il du reste et notamment, la moitié des victimes du terrorisme aujourd'hui ne sont pas en Irak, ne sont pas au Moyen-Orient, mais sont ici en Afrique. Dans notre continent. C'est pour compléter ce que disait le professeur Sahimi concernant l'approche multidimensionnelle du Maroc. Le Maroc a mis en place, dans le cadre des résolutions des Nations Unies, des structures de lutte anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Nous avons une unité qui a travaillé et qui vient d'être réformée au mois de septembre dernier pour créer l'Agence nationale du renseignement financier, qui fait un travail extraordinaire de fourmi et dont on a allonger même les attributions et les acteurs. Donc le ministère des Affaires étrangères, la justice, l'Agence marocaine de l'action financière et évidemment d'autres acteurs. Donc ça nous donne une agence qui nous met en conformité avec les résolutions des Nations Unies et aux réformes qui ont été faites. Pour ce qui est de l'Afrique, le coût que vous donnez, il est approximatif. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. En termes de dégâts humains, évidemment, on ne compte pas. C'est-à-dire on parle de besoins ici. Oui, de besoins. C'est plus que... Quel est le vrai problème de notre continent africain? Il y a une équation importante à laquelle on n'a pas pu répondre totalement. Faut-il sécuriser par le développement ou développer par la sécurité? Et c'est une équation très difficile qu'on n'a pas pu réaliser. C'est Mustapha. C'est lié, c'est sans doute lié. Elles sont liées. Oui. J'ai envie de dire les deux. Mais c'est l'équilibre qui compte finalement de ces deux-là. Il l'a dit, il y a le bâton, mais il y a la carotte. Il faut développer. Mais pour développer des zones grises, il faut qu'il y ait l'État. Ah, c'est l'absence des États que vous avez soulevé en début d'émission. Mais c'est l'absence des États qui ne jouent pas le rôle régalien de protection et de proximité avec les populations. Mais... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec des États dirigés par des militaires, ça risque de s'améliorer? Je ne sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est pas évident parce qu'ils sont dans une transition démocratique qui est contestée. Et donc, ça pose un gros problème quant à ces régimes militaires qui se sont installés avec des coups d'État, etc. Avec des longues transitions. Oui, tout à fait. Je voudrais ajouter, si vous permettez, d'autres choses. Il y a... Sur le financement, peut-être. Sur le financement.
Il faut que l'Union européenne, les Occidentaux, soient saisis. Parce que nous faisons le job pour eux. Plus nous avançons dans une politique sécuritaire de lutte contre la coalition Daesh et autres, etc., et plus ils sont sécurisés, parce que du fait des connexions qu'il y a entre les groupes djihadistes et leur réseau en Europe, c'est évident. Donc il y a la matière à saisir l'Union européenne, les Européens, les Américains, etc., pour demander un financement. Parce que ce n'est pas simplement la sécurité des pays du Sahel et des pays du Maghreb, et d'ailleurs, etc., qui est en cours, c'est une sécurité globale. Mondiale. Et donc, il faut qu'ils prennent leur part dans ce domaine-là. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation aussi, c'est le fait qu'il y a un absent dans cette coalition mondiale contre Daesh. Je fais référence aux pays voisins. C'est une situation tout à fait anormale. Et pourtant, 80 pays ont répondu présent. Hein. Oui, 80 sur 85. Non, 85 composent la coalition, mais 80 étaient à Marrakech. Tout à fait. Bon, voilà un pays qui est absent. Il est concerné au premier chef par la lutte antiterroriste. Je fais référence aux 10 ans de la décennie 90 où il y a eu plus de 100 000 morts, peut-être même plus, etc. Je fais référence aux problèmes sécuritaires de l'Algérie avec la Tunisie, avec la Libye. L'Algérie a une frontière avec la Libye de 900 km. Les gens l'oublient. L'Algérie a une frontière donc avec le Mali. C'est extrêmement important. Et donc il y a le phénomène Touareg au sud de l'Algérie qui se retrouve au nord du Mali. Et je suis quand même en droit de m'interroger sur l'absence de l'Algérie dans cette coalition, dans cette lutte antiterroriste. Ça tient à quoi? Ça tient à la rigidité des dirigeants de ce pays voisin, qui, parce que ça se tient au Maroc, qui a un rôle de premier plan, et à Marrakech, donc ne s'occupe pas de cette question-là. C'est un auto-isolement finalement, aussi encore une fois, et sur ce volet de lutte antiterroriste, mais ce n'est pas le seul volet sur lequel l'Algérie est isolée. Soit elle est isolée de fait, soit s'auto-isole. Principalement, c'est de l'auto-isolation, si je puis me permettre. Absolument. Et c'est l'impasse d'un système. C'est ça qui me paraît intéressant de relever. C'est un système, c'est-à-dire il est même absent dans des problématiques majeures touchant quoi? Touchant la paix, la stabilité, la sécurité dans la région. Très bien. Un dernier mot, messieurs, sur aujourd'hui, Daesh est affaibli, mais est-il fini? Pour être réaliste, si on fait un peu de géographie, le terrorisme, il est résiduel dans la zone Irak-Syrie, sauf qu'il est toujours pernicieux. Je rappelle l'attaque de la prison qui a eu lieu en 2022 où on a libéré en Syrie. Il est résiduel, mais il est pernicieux. Il est présent en Afghanistan. Il est présent dans la zone yéménite. Il est présent un peu partout. Sauf que la réalité est là, il faut qu'on le dise, l'Afrique est devenue l'épicentre du terrorisme, toutes tendances confondues. La déclaration finale, justement, donc à l'issue de cette 9e réunion de la coalition interministérielle pour la lutte contre Daesh, il y a un bon chapitre dédié à l'Afrique. Absolument. Et notamment sur ce point, sur ces Africa Focus Group. D'abord, pourquoi et quels sont les résultats attendus de ce genre de groupe où le Maroc est participant? Absolument. Il est leader même. Justement, c'est l'aboutissement partiel géographique de la coalition. Il faut considérer que c'est un prolongement de cette instance internationale de lutte contre l'humanité appliquée Afrique. Dans ce focus, le professeur Sahimi en a fait beaucoup de commentaires sur ça. Il y a un leadership marocain incontestable voulu par les dirigeants d'Afrique. Sachez que presque 15 pays africains sont là. Parce qu'il y a un capital, Absolument. Il y a une accumulation, et il y a une expertise. Mais déjà le fait que ça se tienne pour la 3e fois, là ça se tient à Marrakech, avant ça s'est tenu à Bruxelles et à Rome. Mais évidemment.
c'est un peu aussi légitime et logique et naturel que ça se Mais tienne en c'est terre important, africaine. mais c'est important que, enfin, les Occidentaux décident que cette réunion-là se tienne au Maroc en particulier, à Marrakech. Donc, c'est un hommage rendu à une politique marocaine. Je voudrais ajouter quelques mots pour répondre à votre question. Sur la durabilité ou non du djihadisme. C'est une multinationale. C'est une multinationale qui a des franchisés et des franchisés qui sont liés. Alors, il y a deux stratégies d'ailleurs. Il y a la stratégie d'Al-Qaïda qui est celle de l'implantation. Et celle de l'implantation, c'est sur la base d'un territoire. C'est ce qui a été fait, ça n'a pas donné de résultat, mais ça continue quand même au Sahel. Et il y a une deuxième stratégie qui est transnationale et qui est mondiale. Le djihadisme a une visée mondiale avec le khalifa, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que suivant les géographies, les périmètres géographiques, il y a des formules variables pour ce qui est des franchisés. Il y a des zones en Afrique où il y a un partage de périmètre entre les réseaux d'Al-Qaïda et les réseaux de l'État islamique. Ils sont dans le même champ. Il y a un marché, vous savez, il y a un marché du djihadisme, ils se partagent. Parfois, il y a des frottements, etc., mais ils se ménagent. Comme des concurrents dans un marché. Ça va durer tant que des conditions socio-économiques ne seront pas améliorées, tant qu'une réponse culturelle ne sera pas apportée et tant que l'autorité des États ne sera pas rétablie. La solution, c'est qu'on arrive à terme à ce que les pays africains, dirigeants et peuples, s'approprient la lutte antiterroriste. Il faut qu'il y ait un problème d'appropriation. Il ne faut pas que ce soit simplement une question intéressant les Occidentaux, les Américains, etc. Et ça, il y a un gros effort à faire pour que les peuples comprennent exactement quels sont les dangers et les risques de cette menace terroriste. Est-ce que c'est un point que vous avez peut-être même lu entre les lignes et que vous avez senti? C'est un message qui émane de cette déclaration commune finale de la 9e réunion de la coalition anti-Daesh. On s'est rendu compte que le terrorisme bat son plein en Afrique. Il gagne du terrain. Et dans le communiqué, on essaye de transposer l'expérience de l'espace syro-irakien. Stabilisation, d'abord lutter contre les nébuleuses, stabilisation, intégration ou réintégration des ex-djihadistes, comme on dit. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, quel est le réel problème? Quand vous visitez ces pays ou que vous assistez, vous constatez qu'il n'y a pas de transversalité, qu'il n'y a pas de lutte globale par les acteurs bleus. Imaginez qu'en Afrique ou dans le Sahel, vous avez le G5 Sahel, vous avez évidemment le Barkhane, vous avez la MINUSMA par exemple. Mais, comme on dit, même les deux ordres doivent s'organiser. Bon, maintenant, il y a un autre acteur qui a été rajouté. Et d'ailleurs, on y fait allusion dans ce communiqué final commun. C'est les groupes militaires privés. C'est les entreprises militaires privées déployées en Afrique et qui génèrent, selon ce même document, une déstabilisation et plus de vulnérabilité des États africains. Et qui, comme pour le séparatisme, Polisario, et qui encourage plus de. J'allais en venir justement. On fait allusion à Wagner, clairement. Il ne faut pas le nier. Il y a cette rupture des accords de défense entre le Mali et la France qui ont été, à mon avis, très rapidement faits. Et il faut dire que ça laissera un vide. Et la France, bon, en respectant une décision souveraine, il faut dire que la France, c'était 1 milliard d'euros sur le denier du citoyen français. Wagner, c'est pas ça. Financement privé. Financement privé avec une autre particularité, si vous permettez, c'est que c'est un schéma intéressant parce que c'est une puissance qui met sur pied un groupe Wagner, puissance c'est la Russie,
Le président du groupe Wagner était lié donc très proche du Kremlin, etc. Et il y a là une mutation intéressante dans l'interventionnisme d'une puissance prétendument pour lutter contre le djihadisme, avec des effets pervers, c'est-à-dire que c'est des groupes privés qui se payent sur place, en exploitant des mines, de l'or, en travaillant, en organisant des circuits de commercialisation, etc. En se servant, en fait. Oui, avec des contrats. Et c'est un élément qui est de nature, non pas à renforcer l'autorité de l'État, mais bien au contraire à démembrer d'un État qui est déjà faible. Et ça, c'est une autre problématique qui a été soulevée d'ailleurs par le communiqué commun. Merci, messieurs. Merci, professeur Srimi. Merci, colonel Saoud. Toujours un plaisir d'échanger avec vous sur des questions cruciales et d'actualité et très stratégiques. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.